Parce qu'en fait, on est payé au nombre de gens qui sont dans la salle. Ouais, je touche 10 euros par personne, donc là, j'essaye de faire rentrer quand même le maximum de gens. Ok, Bertrand, on m'entend dans le fond? Parfaitement. Ok, impeccable. Bon, bah, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais me lever parce que comme ça, je prends un peu la salle en main. Donc, l'idée, donc je ne sais même pas quel est le titre de la conférence. Industrie hôtelière peut-elle se réinventer? En fait, donc moi, je me présente, donc Jean-Pierre Nadir, je suis le fondateur donc, du site Fairmove. Fairmove, donc c'est un site que j'ai imaginé en 2020 pendant le Covid, donc comme étant une vitrine en fait de tous ceux qui agissent positivement pour la planète. En fait, moi, je suis dans le tourisme depuis 30 ans, hein, donc au-delà de faire l'émission Qui veut mon associé, entre deux émissions, donc je bosse un peu. Et donc, depuis 30 ans, je fais donc du tourisme. J'ai commencé avec un magazine de voyage qui s'appelait Voyager Magazine, qui vendait à 120 000 exemplaires. Ensuite de quoi, donc j'ai fait un site internet Easy Voyage pendant 20 ans, donc qui était à la fois un comparateur et qui avait des contenus avec des journalistes, donc qui présentaient les destinations et les produits. Donc on était les premiers à faire des fiches professionnelles sur les hôtels où on notait l'intégralité donc des activités donc de l'hôtel, c'est-à-dire l'emplacement, ce qui fait en fait le choix d'un hôtel, l'emplacement, la chambre, l'animation, etc. Et pendant des années, en fait, j'ai été dans le camp du bien, puisque en fait, le tourisme, on était des types sympathiques qui rapprochaient les peuples, qui faisaient découvrir donc le monde, et donc c'était très valorisant de dire je suis dans le tourisme. Et puis à partir de 2018, la marche pour le climat, donc tous ces jeunes qui se sont mobilisés, donc on a considéré que le tourisme en fait était la pire damnation possible, puisqu'on était des pollueurs inutiles au service d'une seule cause, donc le plaisir des riches, donc sur le dos des pauvres. Bon, grosso modo, c'est ça Oxfam, hein, donc toutes les études qui sortent. Et donc le tourisme a eu beaucoup de mal à se réadapter. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, on n'écoute que les gens qui sont contre. Voilà, c'est-à-dire grosso modo donc Jean Covici et tous ses descendants, donc c'est-à-dire tous les activistes du climat. Et donnez-moi des noms de pour, il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on la parole que les contre. Et donc toute la journée, en fait, on tape sur le tourisme en disant c'est de la pollution, c'est au service des riches, etc., etc. Bon, moi, j'ai réfléchi à cette question en me disant mais si on arrête le tourisme, est-ce qu'on sauve le monde? Est-ce qu'on sauve l'humanité? Bon, est-ce qu'on sauve le monde déjà? Première question. Parce que si, en arrêtant le tourisme, on sauve le monde, alors évidemment, arrêtons le tourisme immédiatement. Bon. Simplement, quand on raisonne donc comme ça, en fait, on ne prend en considération qu'un seul élément qui est évidemment donc l'impact carbone du tourisme. On va en revenir, on va y revenir et on va développer cette partie donc largement, puisque tout l'enjeu, c'est évidemment de baisser l'impact carbone du tourisme. Mais il faut considérer l'autre levier qui est très important, qui est évidemment l'impact social du tourisme. Et pas seulement l'impact social dans l'idée de dire que c'est le premier créateur d'emplois dans le monde, puisqu'on sait que le tourisme, c'est 20% des emplois donc, dans le monde. Mais surtout dans l'idée d'une redistribution nord-sud indispensable, qui nécessite effectivement donc, de trouver à destination dans plein de pays des leviers de croissance, des leviers de développement, y compris dans des pays qui aujourd'hui n'ont pas forcément développé le tourisme. Parce que je rappelle quand même qu'il y a 3,5 milliards de gens aujourd'hui qui sont en stress hydrique, 2 milliards qui n'ont pas accès à l'eau courante, et plus de 2 milliards donc, qui vivent avec moins de $2 par jour. Et donc on est dans un monde totalement déséquilibré, où d'un côté il y a ceux qui ont tout. Et nous, quand on avance et qu'on dit que la France a baissé de 0,4% son empreinte carbone, bah c'est formidable. Mais peut-être que si on avait offert donc, des moyens de transition écologique à l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui est l'un des pays qui pollue le plus, on aurait eu un impact sur le monde bien supérieur donc, à ce qu'on a réussi à faire, nous, entre nous. Et donc, je pense, moi, que l'entre-soi, c'est ce qu'il y a de pire. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, si on veut équilibrer donc, les choses, notre mission à tous, collectivement, ce n'est pas de baisser l'empreinte carbone. Notre mission collectivement, c'est de créer les conditions d'un monde apaisé. Créer les conditions d'un monde apaisé. Et créer les conditions d'un monde apaisé, eh ben, c'est faire en sorte que tout le monde trouve sa place dans le monde en question. Et donc, quand on me dit on va arrêter l'aérien, moi je dis bah, très bien, faisons ça si vous voulez, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les pays qui vivent effectivement donc, du tourisme à destination? Comment on va développer l'Afrique, 2 milliards d'habitants, dans lesquels il n'y a pas de train? On dit prenez le train, mais le train, c'est l'émanation d'un pays de riches. En France, la SNCF, c'est 20 milliards chaque année que ça coûte au pays. Maintenant, ils ont des comptes équilibrés, évidemment, donc on donne 20 milliards donc à Réseau Ferré. Il n'y a plus Réseau Ferré, ils ont fusionné. Mais on donne 20 milliards chaque année à la SNCF. L'Afrique, est-ce qu'il y a un train qui fait Casablanca, Le Cap? Est-ce qu'on peut aller donc, en train entre deux pays africains, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Pas du tout. Le développement de l'Afrique, c'est uniquement l'aérien. Uniquement l'aérien.
Donc quand on dit on arrête l'aérien, ça veut dire qu'on tue tout un pan de l'humanité. Et aujourd'hui, on dit, mais l'immigration n'arrête pas d'arriver. Bon, très bien. Et on dit, bah oui, mais il faudrait fixer les gens sur leur sol. On n'a rien pour eux ici. Mais ces gens-là, les fixer sur leur sol, ça veut dire quoi? L'agriculture, moins 40% d'emplois dans le monde depuis 30 ans. Principalement situés où? Dans tous les pays dits en voie de développement, qui à force d'ailleurs d'être en voie de développement, d'ailleurs, sont plutôt en panne de développement. Bon, premier élément. Pourquoi? Parce que les pays riches prennent tout le développement. Parce que le John Deere à 150 000 euros, il n'y a aucun paysan du Sénégal qui peut se le payer. Donc globalement, la machine-outil fait tout. Deuxième levier donc, de création d'emplois, c'était quoi? Le manufacturier. On développait des usines qui d'ailleurs polluaient beaucoup et on payait les gens à la tâche très mal. On faisait même bosser les gosses et on disait, ben voilà, donc on développe des usines dans des pays, effectivement, donc dans des pays pauvres. Ça, ils ne l'ont même plus. Pourquoi? Parce que les Chinois ont tout piqué. Voilà, les Ouïghours sont plus disciplinés, manifestement, donc, et les machines-outils donc, font de la croissance donc, partout dans le monde. Donc ça, ils n'ont plus non plus. Donc qu'est-ce qui reste? Moi, je veux qu'on m'explique, qu'est-ce qui reste au Sénégal au développement? Eh bien, il reste une chose, c'est Western Union. 35% de l'économie sénégalaise, c'est Western Union. C'est des gens qui viennent ici, au prix de leur vie, qui font du Uber Eats, donc sur un vélo de la mairie de Paris, qui gagnent 700 € par mois, qui du coup vivent dans une tente Quechua à Porte de la Villette, et qui envoient 500 € tous les mois au pays pour faire vivre 7 à 8 personnes. C'est ça le monde dans lequel on vit. Ces gens-là, c'est les plus courageux, c'est les plus dynamiques. Ils auraient eu des opportunités sur place, pensez qu'ils n'auraient pas prises? Moi, mon projet pour l'humanité, c'est de penser que le tourisme n'est pas un problème, mais que c'est la solution. Et c'est la solution, évidemment, en réinventant des modèles touristiques qui vont évidemment donc passer d'un tourisme parfois de prédation à un tourisme de redistribution. C'est un élément essentiel, dire comment on va créer un monde dans lequel tout le monde peut trouver sa place. Il se trouve que le tourisme a une vertu principale, et d'ailleurs ça vaut pour tous les pays, évidemment y compris pour la France, c'est que c'est un secteur dans lequel on peut rentrer comme on est, comme dirait donc McDonald's. Aujourd'hui, on manque d'ingénieurs. Quels sont les pays qui produisent des ingénieurs? Tous les pays développés. On manque de médecins. Quels sont les pays qui produisent des médecins? Tous les pays développés. On manque de professeurs. Tous les pays développés. Voilà. Par contre, un serveur, moi, j'ai un BTS. Moi, tu me mets au Sénégal, je vais dans une famille pauvre, il y a un hôtel à côté, je rentre comme serveur. 2 ans après, je suis patron de l'hôtel. C'est une évidence. Parce que j'aurais été très dynamique, j'aurais appris 2-3 langues, j'aurais compris les codes de mes clients, et immédiatement, je monte. Donc, le plus dur, en fait, dans le monde, c'est de rentrer dans le jeu. Or, aujourd'hui, il y a tout un pan de l'humanité qui est exclu du jeu. Et moi, mon projet avec le tourisme, c'est de réintégrer tout le monde dans cette dynamique. De ce fait, il faut réfléchir aux conséquences de ce tourisme et voir comment on peut baisser son impact négatif. Donc, d'abord, définir l'impact positif et ensuite voir comment on peut baisser l'impact négatif. L'impact négatif, c'est évidemment donc, c'est le carbone. Mais ça tombe bien, c'est que finalement, quand on réfléchit bien, on peut recréer des modèles, des écosystèmes gagnants à destination, donc en prenant toutes les caractéristiques de ce qui fait le monde d'aujourd'hui et sur les stands qu'on voit ici. Le tourisme a une caractéristique, finalement, c'est qu'il est au cœur de tous les modèles de réinvention. Le tourisme, il est au cœur du transport, évidemment, et de la mobilité douce. Le tourisme, il est au cœur de l'éco-bâti et de l'architecture climatologique. Le tourisme, il est au cœur du retraitement des eaux. Le tourisme, il est au cœur même de la limitation de la consommation donc, des eaux. Le tourisme, il est au cœur de la relocalisation des produits, puisque les clients qui vont ailleurs, en général, ont le goût de l'ailleurs. Et donc, ils sont prêts à vivre de belles expériences et ils veulent des produits donc, locaux. Il y a beaucoup de destinations où, en fait, il n'y a même plus de production locale, puisqu'il n'y a pas d'acheteurs et il n'y a pas les moyens de développer les productions donc, en question. Si vous prenez donc un modèle abouti, vous dites d'abord, on construit un hôtel soit sur une friche donc industrielle ou sur une friche touristique existante qu'on va réhabiliter. Donc déjà, on limite effectivement donc, la consommation de matériaux. Ensuite, on fait tout avec des matériaux locaux, évidemment, donc en éco-bâti. Ça tombe bien, c'est-à-dire qu'on va utiliser du bois principalement. Ensuite, on va utiliser de l'architecture climatologique. Donc ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait de créer des Gulf Stream naturels donc, dans les produits pour limiter l'usage de la clim. Vous prenez les villas vénitiennes, vous avez des petites trappes en bas, donc vous soulevez la trappe, vous ouvrez la fenêtre, ça crée un courant d'air mécaniquement, effectivement, donc ça limite les consommations d'énergie. Vous allez donc viser des hôtels qui vont développer de l'énergie propre à partir, donc, par exemple, évidemment, donc, du solaire, qui vont utiliser donc, moins de détergents et plus de biodétergents pour pouvoir retraiter les eaux grises et alimenter, par exemple, les agriculteurs qui sont autour. Vous allez faire 80% de produits locaux sur les buffets, donc vous allez donner de l'argent à les producteurs locaux pour qu'ils puissent effectivement donc, produire. Ces gens-là, donc, en général, ils font de la permaculture. Vous allez pouvoir effectivement donc, développer du bio. La permaculture, c'est 6 salariés pour 1 hectare. En France, avec un tracteur John Deere, tu fais 200 hectares tout seul. Hein.
maman à la caisse, pépère au tracteur, et hop, c'est parti. Donc là-bas, 6 personnes pour un hectare. Donc je recrée des écosystèmes, je recrée quoi? De la dignité humaine. Parce que les gens, ils veulent s'élever, les gens, ils veulent pouvoir vivre leur travail, les gens, ils veulent pouvoir être contents donc, de ce qu'ils font. Nous, en France, maintenant, on considère que le travail, c'est de la nation. Mais dans beaucoup de pays, effectivement, le travail, c'est de l'élévation. Le travail, c'est de l'épanouissement. Et le travail, c'est évidemment la capacité donc, à pouvoir alimenter donc, ton budget familial. Et donc, moi, avec ce système-là, derrière, tu crées de la formation. Parce qu'encore une fois, tu fais de l'inclusion. Je rappelle quand même que 100% des grands chefs cuisiniers, 100%, ont commencé comme commis de cuisine. Voilà, Ducasse, il épluchait des carottes. Et il faisait, le gars l'engueulait, il disait les oignons, vas-y plus vite. Bon, Savoie, c'est pareil. Donc, tu les prends tous les uns après les autres. Ils ont tous commencé comme commis de cuisine. Donc, un type dynamique, il rentre comme commis de cuisine, il épluche les carottes. Au bout de 2-3 mois, il se sent à l'aise. Il dit, dis donc, chef, j'ai une idée. Bon, hop, il commence à monter un peu d'un cran. Ben, 3 ans après, il peut avoir son resto. Parce que le chef en question, lui, il fait une carte, il passe ailleurs, il a besoin d'avoir évidemment des types dynamiques, et hop, ça monte. On voit bien effectivement, donc avec Top Chef, chaque année, ils te sortent un tas de types, tous ont comme caractéristique en général d'être partis de pas grand-chose, donc et finalement d'avoir un certain talent. Donc en tous les cas, c'est ce que l'émission met en avant. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est donner sa chance à plein de gens. Il y a plein de gens en fait qui sont prêts à faire un tas de choses, mais qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir le démontrer. Chaque année, il y a 28 000 étudiants qui sortent des facs de Dakar. 28 000. Quelle est leur perspective? Aucune. Aucune. Voilà, il n'y a rien à faire. Donc, si ton oncle n'a pas une usine, de toute façon, tu sais que tu n'as rien à faire. Donc, 70% des Sénégalais, qu'est-ce qu'ils veulent? Venir en France. En France, où il n'y a rien à faire, si ce n'est mon exemple des temps de Quechua à Porte de la Villette et du Uber Eats. Moi, mon projet, il est le tourisme comme solution aux problèmes du monde, comme réponse aux maux de la planète. Et je rappelle que ce n'est pas la planète qu'on doit sauver, c'est l'humanité. Parce que la planète, elle va se sauver toute seule. La planète, elle a encore 4 milliards d'années à vivre, et elle, qui fasse 50 degrés de plus, 40 degrés de moins, ce n'est pas son souci à elle. Par contre, effectivement, c'est notre souci à nous. Donc nous, on doit baisser l'impact carbone, monter l'impact social. Et donc, aujourd'hui, ça tombe bien, c'est qu'il y a en plus des solutions à tous les problèmes, effectivement, donc, auxquels on est confronté. Donc, l'hôtellerie peut comment se réinventer. Quand cette hôtellerie se réinvente sur les considérations que je viens d'évoquer, donc, elle intègre donc, plus facilement donc, des teams, des salariés, des employés, ce qui est évidemment aujourd'hui un des problèmes, donc, avec une affirmation donc, forte de transition, donc d'affirmation de transition, eh bien, on recrute plus facilement. Avec un concept fort en transition, eh bien, donc, on fidélise donc, plus facilement donc, ses clients. Surtout, on fait de l'acquisition. Parce qu'en fait, dans la chaîne de valeur du tourisme, qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans? Il y a un truc qui n'a pas changé, c'est qu'on est nul en marketing. Le tourisme, on sait faire qu'une seule chose, c'est baisser les prix. Toutes les campagnes de communication du tourisme, c'est un gros prix, voire un pourcentage de réduction. C'est le niveau zéro du marketing. Le tourisme, c'est le niveau zéro du marketing. On ne sait faire que des prix. Et chaque fois qu'on n'a pas de clients, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le prix. Voilà. Comme le gars d'à côté, il voit que tu as baissé le prix, et qu'en plus, il a un outil donc, pour observer donc, les prix d'à côté, il baisse le sien aussi. Voilà. Et donc, on passe notre temps à baisser les prix, donc à tuer toute la marge de manœuvre, et donc on ne va pas pouvoir effectivement donc, investir. Donc, il est urgent de remettre le produit au cœur de nos métiers. Et pour remettre le produit au cœur de nos métiers, eh bien, il faut effectivement donc avoir quelque chose à raconter. Il faut, et le RSE, de ce point de vue, puisque c'était le thème quand même de la conférence, le RSE, de ce point de vue, est une véritable opportunité. Si ton hôtel se remplit parce que le gars a tapé hôtel pas cher, centre de Paris, hôtel pas cher, Tunisie, ce qui est quand même 80% des requêtes. 80% des requêtes de Google dans le tourisme, il n'y a pas cher derrière. Bon. Donc, si tu retires effectivement, donc si tu tapes ça, qui gagne le combat? Google en 1, qui vend des ads, Booking en 2, qui achète tous les mots-clés donc, et qui est premier partout donc sur Google. Ces deux-là, ils piquent toute la marge, toute la valeur est préemptée par ces deux-là. D'accord? Et donc, l'une des missions très importantes, c'est de se débarrasser, pas de se débarrasser, c'est de desserrer l'étau, en fait, des intermédiaires, des portes d'entrée qui piquent toute la valeur à l'entrée. Voilà. Et de redonner des marges de manœuvre. Pour ça, eh bien, il faut que les gens aillent chez toi, pour aller chez toi et que ton hôtel devienne une destination et ne soit pas seulement effectivement donc un usage. Si ton hôtel c'est une valeur d'usage, alors Booking gagne à tous les coups, parce qu'à la réponse, hôtel pas cher, centre de Paris, il met qui il veut. Voilà. Au centre de Paris, ce n'est pas les choix qui lui manquent. Voilà. Si par contre, le type tape hôtel écolo et que c'est Solar Hotel qui sort, eh bien tu vas à Solar Hotel parce que tu veux aller à Solar Hotel. De même que tu es allé au Mama Shelter, parce que pourquoi donc Accor a racheté et rentré comme actionnaire au Mama Shelter et ensuite a racheté Mama Shelter? On peut dire parce que la restauration, parce qu'il y a une bonne ambiance, etc. ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est complètement effectivement donc chocolat. Ils ont acheté le Mama Shelter parce que 90% des clients au Mama Shelter viennent en direct.
Voilà. Et que donc, tu n'as pas à payer Booking quand tu as un shelter. Les gens qui vont chez Hoxton, ils vont chez Hoxton. Les gens qui vont chez 25e heure, ils vont chez 25e heure. Donc, le fait d'avoir un concept fort, d'avoir une marque donc, clairement identifiée, ça te permet des gains immédiats en acquisition. Ça te permet de fidéliser tes équipes, ça te permet de recruter donc, plus facilement et ça te permet donc d'avoir aussi des choses à raconter donc, à tes clients. Donc, ça fait quand même beaucoup d'avantages. Et puis, au final, tu peux aussi faire des économies. Moi, donc, j'ai racheté Betterfly. Je vois qu'il y a toute l'équipe de Betterfly là, qui est au 3e rang. Donc, au premier, c'était un peu violent. Derrière, c'est trop loin. Donc, 3e rang, c'est pas mal. Donc, le Betterfly, notre promesse, c'est qu'on fait le bilan donc, des hôtels et on promet de gagner 2 euros par nuitée, jusqu'à 2 euros par nuitée, ça dépend évidemment d'où on part, jusqu'à 2 euros par nuitée et donc jusqu'à 20% de CO2 en moins. C'est une promesse qui est très forte et qui a surtout un avantage, c'est qu'elle montre qu'en fait, ce n'est pas un oxymore, économie et responsabilité. En fait, les hôteliers souvent considèrent que c'est chiant, le RSE, que le RSE, en fait, c'est une damnation, que c'est une punition, que le RSE, en fait, donc, ça vient contrarier leur quotidien et leur logique. Alors qu'en fait, c'est une formidable opportunité, donc, un, pour encore une fois, donc, retrouver des marges de manœuvre, et deux, donc, pour créer donc, des vraies dynamiques gagnantes, et trois, pour faire des économies. Quand tu vas prendre point par point les économies réalisables dans un hôtel. Donc nous, en fait, en général, donc 2 euros par nuitée, ça va assez vite, mais on peut détailler. Quand tu prends le linge, donc tout ce qui est textile, 25% du coût donc, d'un hôtel, du coût d'exploitation d'un hôtel, bah, tu dis, on met qu'une seule serviette au lieu de serviettes, on ne change pas tous les jours. À la fin, donc, tu as des économies substantielles extrêmement importantes. Donc quand tu énonces le fait que l'eau, évidemment, donc, qui apparaît comme gratuite donc, et donc comme un bien qu'on peut utiliser donc, à l'infini, quand tu mets simplement un compteur sur la douche et que tu expliques que en fait, il faudrait tous qu'on ne consomme que 25 litres d'eau ou 20 litres d'eau contre donc, 50, 60, jusqu'à 70 litres d'eau utilisés dans une douche. Eh bien, le fait de visualiser, déjà, ça te met effectivement en situation. Il y a un hôtel qui va sortir donc, cette année qui s'appelle l'Arctic Blue, en Finlande, qui a un 5 étoiles donc, haut de gamme. Eux, ils vont tarifier la chambre d'hôtel avec un quota d'eau et d'électricité. Si au check-out, tu as consommé plus d'eau que le quota qui t'était attribué, alors tu paieras un supplément. Je trouve ça absolument génial. Tout le monde dit, mais c'est horrible, comment c'est possible de faire des choses pareilles, etc. Je trouve ça génial parce que le tourisme, on ne l'a pas encore dit, c'est un moment où tu es prêt à vivre d'autres expériences. En tourisme, jeu est un autre. Tu es capable effectivement de te projeter donc, dans des choses très différentes de celles que tu fais habituellement, et notamment en termes de consommation. Et donc le tourisme, c'est aussi un endroit où on peut éduquer donc, les gens qui viennent chez toi, leur proposer effectivement des expériences nouvelles, et donc effectivement, tu en ressors toujours un peu meilleur. Et donc, considérer que l'eau est un des problèmes du monde, donc, parce qu'on parle, on parle toujours effectivement donc, que de l'impact CO2, mais l'eau est le deuxième très grand sujet, avec la faim, hein, donc, qu'il ne faut jamais oublier. Eh bien, l'eau, effectivement, donc, c'est un bien précieux qu'il faut valoriser donc, au mieux. Donc, tu mets des fontaines à eau, tu supprimes le plastique, puisque ça aussi, donc évidemment, c'est une des nations de l'époque, et notamment donc, par rapport au retraitement de ce plastique, hein, qui coûte des fortunes, notamment donc, à l'étranger, où il y a plein de pays qui sont incapables donc, de collecter correctement les déchets et donc de les traiter donc, derrière. Donc ça, c'est un point très important. Mais dans ces cas-là, tu vas scénariser, tu fais des grands tableaux à la Picabia, avec effectivement des dessins, des chiffres, tu expliques l'eau dans le monde, et tu mets des fontaines à tous les étages, puisque quand tu fais l'expérience et que tu mets une fontaine au rez-de-chaussée, et que le gars est au 6e, c'est sûr qu'il ne va pas descendre. Donc voilà, tu peux être des purificateurs d'eau. Donc moi, j'ai investi dans une boîte donc, qui fait ça. Donc, Pureva, donc il y a plein de possibilités. Et c'est en ça que l'époque est formidable. En fait, toutes ces contraintes créent un maximum d'opportunités. Toutes ces contraintes sont autant d'opportunités pour se réinventer et pour que ceux qui vont les premiers s'emparer de tous ces sujets puissent en tirer bénéfice. À la fin, tout le monde devra y passer en France, puisqu'en 2026, vous aurez l'étiquette donc Green Score qui sera obligatoire. Donc le Green Score hôtelier, au même titre que le Nutri-Score, sera obligatoire à partir effectivement de début 2026. Bon, bah, moi, si j'étais hôtelier, je commencerais à me dépêcher pour prendre de l'avance par rapport à tous les autres et avoir, encore une fois, l'occasion d'exprimer un concept et d'en faire une valeur marketing plutôt que de subir. Voilà, quand on subit, bah, en général, donc, on a tous les inconvénients et aucun bénéfice. Quand on anticipe, quand on est dans les premiers, on arrive effectivement donc, à créer un maximum de valeur. Voilà, donc moi,
ma vocation, donc maintenant ma philosophie et ma mission, c'est effectivement donc d'évangéliser tous ces concepts, parce qu'en fait, le tourisme doit effectivement donc sortir de sa torpeur et doit effectivement donc s'affirmer avec les valeurs qui sont les siennes et toutes les conséquences positives qu'il y a effectivement autour du tourisme, tout en prenant en considération tous les impacts négatifs et évidemment donc en les traitant. Voilà. Et donc le tourisme responsable, c'est au fond exactement ce que je viens de dire, puisque le tourisme responsable, c'est réconcilier les enjeux de la planète, des populations locales donc, et des touristes. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui une mission qu'on porte tous collectivement, qui est extrêmement importante, à mon avis, pour l'avenir de l'humanité. Je pense qu'il y a en plus aujourd'hui donc un vieillissement dans la population du Nord, donc qui peuvent tout à fait donc alimenter, et donc l'ère du loisir donc peut alimenter effectivement les populations du Sud. Et donc, ce modèle-là, c'est sans doute l'un des modèles les plus aboutis. Ensuite, évidemment, on a un problème sur le transport aérien qu'on n'a pas encore évoqué, que je vais évoquer rapidement parce que ce n'est pas l'enjeu de ce salon. Mais le transport aérien, il y a aujourd'hui déjà beaucoup de décisions qu'on peut prendre et qui améliorent donc, le bilan carbone donc, de l'aérien de manière effectivement donc, très efficace. Encore une fois, vous le savez maintenant, mais c'est moi qui ai énoncé ça en premier. Il y a 4 ans, personne ne parlait de ça. Les vols directs, c'est 15% d'empreinte carbone en moins. Les compagnies qui pratiquent les copilotages, c'est 15% d'empreinte carbone en moins. Les compagnies qui ont les avions dernière génération, c'est 20% d'empreinte carbone en moins. Et donc, en fait, on peut déjà prendre des décisions. On peut aussi supprimer des vols donc, qui ne servent à rien, comme les vols low cost entre Limoges et Édimbourg, où personne à Limoges pensait aller un jour à Édimbourg et vice-versa. Mais quand on te met 39 €, bah, finalement, tu te dis, pour 39 €, je vais y aller. Je ne sais pas ce que c'est, mais on verra bien. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ça, on peut supprimer. Et puis, on peut effectivement donc aussi dire qu'on faisait 2 voyages par an d'une semaine. On ne fait plus qu'un voyage par an de 15 jours. Et ça permet aussi donc, de limiter. Donc, d'ores et déjà, il y a plein de mesures possibles pour baisser son empreinte carbone. Je rappelle que l'horizon, c'est d'être à moins 50% donc, à horizon 2030-2035 et d'être impact carbone neutre en 50. Je pense que personne ne sera impact neutre en 50, mais qu'en tous les cas, ce qui est important, c'est dans une trajectoire donc, positive, donc de baisser de 5% par an. Voilà. Et donc, collectivement, il faut aussi qu'on fasse des efforts pour baisser, mais il y a déjà plein de solutions qui existent. Je rappelle que pour 100 km, donc l'aérien, 100 km, donc c'est 2 litres d'eau donc, par passager. Une voiture, c'est 6 litres 5. Donc l'aérien est celui qui a fait le plus d'efforts et qui est le plus avancé. Il se trouve que ça ne se voit pas dans les chiffres et qu'on reste toujours à 4%, de 8 à 4 avec les traînées, si on prend effectivement la totalité de l'empreinte carbone, à 4%, parce que le nombre de passagers ne cesse de monter. Et qu'en fait, on va passer de 3,5 milliards à 7 milliards de passagers. Et que quel que soit le discours qui est développé sur ces sujets, le nombre de passagers ne cesse de monter. Et quand les hôteliers français pensent que de toute façon, c'est pas grave s'il n'y a plus, le problème de l'aérien, parce qu'eux, ils sont en France et qu'il y a du train, etc. Mais qui alimente aujourd'hui le tourisme mondial? Les Chinois, les Indiens, les Américains. Et donc, si demain, il n'y a plus d'avion, on n'aura plus non plus, effectivement, donc, ces clients-là. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que collectivement, on pousse sur, effectivement, donc, les bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, c'est celles que je viens d'indiquer. Aéroport de Paris devrait avoir pour mission de favoriser, effectivement, tout ce que je viens de dire. On pourrait imaginer, d'ailleurs, que comme c'est 15%, donc le roulage, le décollage, l'atterrissage, aéroport de Paris pour mettre des tracteurs électriques pour tirer les avions et qu'on n'ait plus les moteurs allumés quand on va donc, au terminal. On peut changer les protocoles d'atterrissage qui gagneraient en 3 à 4% d'empreinte carbone puisqu'on atterrit par palier et en fait on pourrait atterrir en piqué direct et là on gagnerait donc encore. Il y a plein de possibilités pour le faire. Je vais juste vous donner un chiffre et c'est pour ça que collectivement en fait on est tous responsables. 1 kg par siège passager donc par an, en long courrier, 1 kg, c'est 50 tonnes de fuel. Voilà, 50 tonnes de carburant. Voilà. Donc, chacun, quand il fait sa valise, au lieu de prendre 24 kg, Élodie, tu prends 22, voilà, et on a gagné 100 tonnes déjà donc, de fuel. Ça paraît tout bête, mais c'est extrêmement important. Et donc, les compagnies aériennes devraient dire, nous, c'est plus 24 kg, c'est par an, hein, siège passager par an. C'est pas par passager à chaque fois, évidemment. C'est sur une année. Donc, parce que je vois certains qui prennent les calculs, etc. Donc, voilà. Donc, le poids embarqué dans l'avion, c'est extrêmement important. Et donc, c'est à considérer. Et donc, en fait, comme personne ne sait ça, notre mission collectivement, c'est de flécher les bonnes pratiques. Donc, le Green Score pour l'hôtellerie sera effectivement une manière de flécher les bonnes pratiques. Il y a effectivement plein de sites qui exposent un certain nombre de choses. Et donc, il faut que toutes ces idées donc, elles infusent. Et on est tous, autant que vous êtes, autant que nous sommes, donc on est tous effectivement donc, comptables de ça. Parce qu'il y a une grande phrase de Saint-Exupéry que vous connaissez, donc en disant « Je pensais qu'on avait hérité la terre de mes parents, j'ai compris qu'en fait on l'avait empruntée à nos enfants ». Bon, très bien, et donc ça c'est l'écologie. Mais il y a une deuxième phrase qui est géniale, qui est de dire de Samprince, qui est de dire « À quels enfants allons-nous laisser cette planète ?»
Voilà. Et donc, collectivement, on doit effectivement expliquer et considérer le monde dans sa globalité et pas seulement vu de sa fenêtre. Merci. On m'a dit, il y a un grand panneau fin. Alors Merci Jean-Pierre pour cette intervention qui était très passionnante.